machin, tirer le portrait, truc. Bon, ils vont arriver. Bon. Ils ne se connaissent pas, hein, certains se connaissent, mais ils ne se connaissent pas. Bon. Et là, voilà. Il y a les grands chefs de groupe déjà qui vont dire attends, moi, un tel, lui, président de telle commission très importante, commission économique, commission des affaires monétaires, commission de trucs. Alors, non, moi je veux un Allemand, moi je veux machin. Alors là, c'est la foire d'empoigne. Hein, c'est la foire d'empoigne, et là c'est très important évidemment, c'est là que s'exerce l'influence. Et ça, on n'est pas témoin de ça. Hein. Ça se fait à huis clos. Et donc, quand on a les noms des commissions ensuite et qu'on voit les profils des présidents de commissions, c'est là qu'on comprend qui a gagné finalement dans la négociation, qui a été plus malin, plus fort. Hein, c'est là qu'on fait, c'est là qu'on est dans la partie d'échec ou de jeu chinois. Là. Bon, donc effectivement, il n'est pas garanti que les gens, par exemple, je ne sais pas, Raphaël Glucksmann, donc les présidents de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère, donc il en parle beaucoup d'ailleurs, hein, puisqu'il dit il veut interdire TikTok. Nous, c'est interdit déjà, hein, le Parlement européen, la commission, interdiction d'avoir TikTok. Bon, il veut l'interdire au niveau européen. Bon, c'est son cheval de bataille, ça se comprend, il est dans la commission contre l'ingérence, machin. Il a écrit aussi contre l'ingérence russe. Bon, est-ce qu'il restera président de commission s'il est réélu? C'est pas du tout certain, parce qu'il y a un rebattage des cartes. Hein. Voilà, c'est un exemple que je vous donne. Pareil pour... Alors, Karima Delli, elle ne se représente pas, je vous le dis. C'est peut-être un scoop, vous savez un peu, mais il se trouve qu'elle est venue récemment à une manifestation qu'on organisait, elle l'a annoncé, donc elle ne se représente pas. Elle a atteint la limite, parce qu'ils ont fixé maintenant une limite. Elle a été pendant 5 ou 6 mandats, je crois que c'est 6 mandats. Donc elle a été la plus jeune députée européenne à une époque. Et puis maintenant, elle ne peut plus. Elle atteint la limite. Donc, donc la commission des transports et du tourisme devra être présidée par quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sera des Français, un Français ou une Française, ou bien un autre pays? On ne sait pas. Vous voyez, donc c'est ça qui est important maintenant à... Et je dirais même, si on voulait même, c'est ça qui est important quand on met son bulletin de vote finalement. Parce qu'on ne les connaît pas, mais on peut se renseigner sur leur pédigré des députés européens. Et il y en a certains qui ont des spécialités. Il y en a qui sont des généralistes, il y en a qui ne connaissent rien à rien, mais il y en a qui sont des spécialistes déjà de sujet. Donc, on peut penser qu'un spécialiste de sujet, il est à même de travailler plus sur une commission. Bon. Donc, c'est intéressant de voir aussi son positionnement sur la liste. Parce que ça, par contre, c'est aussi quelque chose auquel on ne participe pas, les citoyens. Ce n'est pas nous qui décidons du positionnement sur la liste. Les gens éligibles, suivant les partis, suivant ça va être 3, 4, 5, 6, peut-être, bon, du côté de Renaissance, ils en espèrent 20 encore, pas gagné, hein. Donc si vous êtes 30e sur la liste, de toute façon, il n'y a pas, hein, on a vu, il n'y a pas de contingent où ils sont 30. Donc ça c'est important, de savoir qui est sur la liste. Parce qu'après, évidemment, c'est des compétences sur lesquelles on peut s'appuyer pour être dans des commissions. Bon, Nathalie Loiseau, elle présidait aussi la commission, la sous-commission. Sous-commission, sécurité et défense. Bon, elle était narque, elle a travaillé, je crois, aussi au cabinet à l'époque du ministère de la Défense. Donc, elle connaît quand même un peu le sujet, quoi. Donc, effectivement, chacun a des spécialités, mais il faut partager, il y a 27 pays. Hein, et il y a les couleurs politiques, il y a les pays. Il y a les hommes et les femmes, il faut aussi la parité, plus ou moins. On ne pourrait pas avoir que des hommes dans une commission. Il faut des femmes, il faut des gens de gauche, de droite, des différents groupes politiques. Donc il y a toute une alchimie, si vous voulez, qui est intéressante, parce que c'est ça qui va conditionner le travail ensuite. Voilà. Et je vais m'arrêter là. J'ai trop parlé, hein. Vous ne m'avez pas arrêté. Donc, il y a des organismes, bon, il y a le mouvement européen qui renseigne et qui est à Versailles, qui est à Viroflay, qui est dans les Yvelines. Vous pouvez les trouver sur les sites internet.
Il y a des organismes qui sont mis en place par la Commission européenne, ce qu'on appelle les points contact Europe, là. C'est là, ici, non. Voilà, Europe Direct, qui renseigne. Il y a même un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Il paraît qu'on est bien renseigné dans toutes les langues de l'Union. Vous essayez, posez des questions. Les gens le font. Il y a des choses sur les publications. Il y a qu'est-ce que l'Europe fait pour moi. Il y a un site internet qui recense aussi région par région, pays par région, par pays, des projets cofinancés. Moi, j'ai un exemple comme ça en tête. Des fois, je suis en voiture là, dans Versailles, puis il y a les bus, là. Il y en a un qui est à l'hydrogène. Vous l'avez déjà vu? Il a un gros autocollant Europe, parce que c'est payé par les fonds européens. Vous ne l'avez pas vu, hein? D'ailleurs, moi, j'ai un peu l'œil. Donc, effectivement, il y a ça. Il y a d'autres choses. Bon, il y a plein de choses. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder tout ça. Et puis, il y a un site que j'aime bien, parce que c'est un site aussi payé par les impôts des gens, hein, par l'Union européenne et par la France. Ça s'appelle touteleurope.eu. Et là, vous avez tout, hein. Beaucoup de choses. Donc vraiment, en fait, les gens disent on n'a pas l'information. En fait, il y a beaucoup d'informations. C'est pas facile, enfin, elle n'est pas identifiée clairement. Vous voyez, il y a beaucoup de choses un peu partout, donc il faut aller avec un moteur de recherche, tout ça, mais il y a beaucoup d'informations. Et sur les sites officiels de la Commission et du Parlement, vous avez tout. Parce que ça, on le doit aux Suédois. 1995, adhésion de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche. Et en Suède, il y avait une politique de transparence des décisions gouvernementales. Et quand ils sont arrivés, ils ont exigé que tout soit mis, c'était au début, c'était le début de l'Internet, hein, 95. En tout cas, ils ont exigé que tout soit disponible aux citoyens. Et ils ont nommé leur première commissaire européenne, Madame Margot Wallström, qui était commissaire à la communication. Justement, pour que la communication soit complètement ouverte aux citoyens. Ça, c'est vraiment l'apport qu'on a eu des Suédois. Il y a une époque où vraiment c'était très confidentiel, hein. Il fallait prendre le TEE, le train Europe Express de 8h à la gare de l'Est, pour arriver à 11h à Bruxelles, il n'y avait pas le Thalys, hein. On mettait 3 heures. Et puis là, après, on allait voir des fonctionnaires, on ne savait pas trop, on repartait avec des trucs, des projets financés, des machins comme ça, et puis c'était pas très transparent. Quand les Suédois sont arrivés, ils ont dit ça, c'est terminé, il faut que tout soit transparent. Donc tous les textes qui sont en préparation, qui sont au niveau brouillon, etc., sont accessibles. Après, il faut les chercher, hein. Il y a des moteurs de recherche. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent beaucoup les lobbyistes pour savoir qu'est-ce qui se trame, en fait, hein. C'est transparent. Et pour le Parlement européen aussi. Vous avez député par député, vous avez vous cliquez dessus, vous voyez les derniers textes qu'il a écrits, les dernières déclarations qu'il a prises, etc. Voilà. On ne peut pas dire qu'on ne le savait pas, hein. Il y en a, vous cliquez, il n'y a rien. Je ne dirai pas les noms. Voilà, j'ai fini. Je prends vos questions, et puis après, on va tous se coucher. Pendant qu'il y avait des gens qui travaillaient, donc c'était un petit peu rigolo. C'est assez bien joué, c'est rigolo. Bon, il y a des caricatures, évidemment. Mais c'est quand même pas loin de la vérité, hein. Voilà. Après, c'est des fois un peu, ça montre que le côté technique, hein, des choses. Bon, voilà. Mais évidemment, c'est un peu exagéré, ce député français qui court pour éviter d'aller en session, parce qu'il, pendant 3 ans, il était dans un bureau à rien faire, ça n'existe pas. Hein, je pense qu'on comprend quand même quelque chose, c'est-à-dire, il y a les États, et puis c'est infra, hein, les territoires. Oui, moi j'aime... oui, pourquoi pas, mais il y a encore les États, c'est-à-dire, vous avez bien vu quand même que les États sont très présents, c'est les États quand même qui décident au final, et les États, à part certains États qui sont très fédéraux, pour lesquels la notion de région, de communauté, de territoriale, etc., c'est important, dans d'autres pays très centralisés comme le nôtre, c'est un peu compliqué, hein.
Et ça passerait par l'émancipation aussi de ces territoires eux-mêmes, à commencer par aller prendre des bureaux à Bruxelles. Hein? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas de toutes les régions, il y a des régions françaises qui en ont, hein, j'ai dit l'Île-de-France, je crois qu'il y en a d'autres, je ne sais plus, mais les 13 régions françaises n'ont pas un bureau à Bruxelles. Or, elles pourraient, parce que sur les fonds européens, elles ont déjà un programme de fonds qui est régionalisé, qui est négocié directement avec Bruxelles, sans même que le préfet de région ait son mot à dire. Ça, c'est quand même une grande avancée en France. Il est là, mais il ne dit rien, officiellement. Mais en tout cas, c'est les régions qui négocient quand même certains programmes opérationnels sur les fonds structurels, les fonds de développement régionaux, etc., avec la Commission européenne, en direct. C'est un début. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des territoires transfrontaliers déjà pour commencer, par exemple pour les élections européennes, que les gens qui sont à Strasbourg ou bien à Lille, et qui vont tous les jours de l'autre côté de la frontière pour ceci, pour cela, pour acheter, pour aller se faire soigner, pour aller... Bon, ben, pourquoi ils ne voteraient pas pour des listes qui soient à cheval sur la frontière, des listes transnationales? Alors pour le moment, les partis politiques ne veulent pas entendre parler de ça. Les petits partis, oui, mais pas les gros. Mais là, on aurait l'impression peut-être de faire quelque chose de l'intérêt général, l'intérêt européen, l'intérêt au moins transfrontalier. C'est plus compliqué quand vous êtes à Brest. Une question, là. Les projets, les propositions, elles sont faites par les membres de la commission. Alors, pas par les membres du Parlement. Enfin, c'est ce que alors, ils ont... Bon, la commission a l'initiative en principe, mais elle peut prendre aussi... ça marche? Elle peut prendre aussi l'avis d'autres. C'est-à-dire que des fois, pour être à l'origine, c'est d'autres qui ont... Ça peut être les États qui disent qu'il faut faire une législation européenne. La Commission, elle est là pour le faire, mais elle n'a pas l'exclusivité, si vous voulez. Ça peut être des députés qui demandent quelque chose. Ça peut être... Mais ils vont demander à la Commission d'y travailler. Ça peut même être les citoyens, puisqu'il y a une initiative citoyenne, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est très compliqué, il faut réunir 1 million de signatures dans au moins 7 pays membres pour forcer la Commission à travailler sur un sujet européen. Pour le moment, il n'y a aucun qui a abouti. Ça fait 10 ans que des groupes travaillent là-dessus. La Commission disant à chaque fois, oui, ce que vous nous dites c'est intéressant, mais ce n'est pas de notre compétence. Ça a été introduit avec le traité de Lisbonne, cet droit d'initiative européenne, c'est-à-dire que les citoyens, s'ils remarquent un sujet qui est... Il y en avait une, par exemple, sur la qualité de l'eau. C'est celle qui, à ma connaissance, mais je ne suis pas très à jour sur ça, il faudrait que je regarde, qui était la plus aboutie. C'est-à-dire qu'ils avaient eu les 1 million de signatures dans au moins 7 pays membres. Ils l'avaient soumis à la Commission, qui ne l'a pas d'emblée rejeté, mais je crois que le problème, c'est que la qualité de l'eau, ça touche à des sujets aussi de santé, bon, qui sont encore nationaux, et les pays n'ont pas trop envie de... Vous voyez. Mais la Commission, du coup, elle n'a pas trop avancé. En fait, bon, là, on a un problème quand même, moi je le dis, là, à ce moment-là, qui est un peu démocratique, un problème de démocratie, parce que, évidemment, ce sont des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, ils n'ont pas tellement l'habitude que ce soit la rue qui leur amène le sujet. Vous voyez, des experts, oui, des élus, oui, des ministres, oui, mais les gens les citoyens, pourtant ils ont que ce mot-là à la bouche, hein, les citoyens. Mais bon, quand ça vient vraiment des citoyens, j'en ai jamais vu une vraiment encore aboutir. Ben, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Hein. Mais disons que c'est quand même compliqué, parce que pour avoir le 1 million de signatures, il faut que chacun s'inscrive sur une plateforme, présente sa carte d'identité qui doit être contrôlée par les États membres, qui doivent valider que la carte d'identité est une vraie, qu'elle correspond à un vrai citoyen. Donc en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit faire ça. Enfin, disons, on aurait voulu faire un parcours du combattant impossible qu'on n'aurait pas fait autrement. Hein. Mais il y a quand même des initiatives citoyennes qui ont été déposées, qui ont été reçues, éligibles. Donc il y a des gens quand même, c'est méritoire de leur part. Ils ont obtenu les milliers de signatures vérifiées, certifiées dans au moins 7 États membres.
Rien que pour ça, moi je pense que ça vaudrait la peine qu'on étudie leur sujet, mais bon, c'est pas... Voilà. Mais autrement, en effet, la commission, à une époque, peut-être au début, quand c'était pionnier, la commission lançait des sujets. Maintenant les sujets peuvent venir d'ailleurs. Hein. Les députés peuvent aussi proposer des sujets. Voilà. Parce qu'on a... Je sais pas, je prends un exemple que je cite souvent, qui est un peu vieux maintenant, c'était les messages sur les paquets de cigarettes. Au départ, c'est la commission qui a voulu, parce que la commission n'est pas compétente sur la santé, sauf pour les grandes maladies qui touchent tout le monde et pour lesquelles un État, lui seul, ne peut pas lutter efficacement, donc notamment les problèmes de tabagisme. Donc c'est la commission qui avait dit, voilà, il faudra mettre des messages, fumez-tu, etc. Bon, qui après ont été travaillés avec les députés, avec les pays membres. L'Allemagne, par exemple, n'a jamais voulu le verbe tu. Hein. En allemand, c'est kann tödlich sein, donc c'est-à-dire ça peut être mortel. Donc c'est important parce qu'à l'époque, le chancelier Schröder, qui fumait des gros cigares, qui était financé par le groupe Philip Morris, parti politique, Philip Morris finançait tous les partis politiques allemands. Évidemment, il y a un fort lobbying pour que ça n'apparaisse pas. D'ailleurs, dans certains Länder allemands, vous avez encore les gens qui fument dans les restaurants. C'est assez étonnant, hein, mais ça existe encore. Donc, et puis, bon, voilà, selon les pays. Alors, donc finalement, cette directive européenne, elle s'est limitée à la couleur de l'encre, à la taille de ce que devait faire le message sur le paquet, et à l'épaisseur du cadre noir, mais elle n'a pas pu définir les mots vraiment dans toutes les langues. Voilà. Et puis après, les images, vous savez, aujourd'hui, on voit les choses tout à fait appétissantes, là. Ça, c'est venu d'Australie, mais il n'y a pas de texte européen dessus. C'est-à-dire, après, on a dit aux États membres, vous les prenez pas. Mais bon, voilà, mais c'est un exemple, hein, parce que ça touche souvent les gens. Je le cite ça aux étudiants, parce qu'ils ont souvent un paquet de cigarettes dans leur poche, donc c'est facile de le prendre en exemple. Mais ça, c'est partie de la commission, mais on pourrait imaginer justement que des députés maintenant disent il faut rendre obligatoire encore plus un paquet tout noir, je ne sais pas quoi, enfin bon, vous voyez. La commission, elle considère qu'elle a fait son boulot maintenant, et si d'autres veulent aller plus loin, ils peuvent aller plus loin. Donc il y a eu des époques aussi. Hein. Et puis maintenant, je crois qu'on a quand même abordé beaucoup de sujets au niveau européen, de normes en particulier. On a harmonisé beaucoup de normes. Qu'est-ce qu'on peut encore harmoniser? Maintenant, il faut taper dans le dur. Il faut aller vraiment là dans les sujets. On n'en a pas parlé. Hein, volontairement, je n'ai pas parlé de Frontex, de choses comme ça. Mais bon, c'est des sujets qui touchent vraiment là, noyau dur de la politique régalienne des pays, hein, c'est-à-dire l'armée, la police, la douane. La douane qui est une police fiscale hein, au départ, hein, donc le fisc. Donc les droits d'assises, les droits sur les taxes sur les cigarettes, les alcools, etc. Ça, c'est pas du tout harmonisé, ça. Hein. Et est-ce que ça le sera un jour? Est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas, mais bon. Parce que même les Américains, vous voyez, ils n'ont pas du tout harmonisé la fiscalité dans certains pays, États américains, fédéraux. Hein. Voilà. Des fois, on veut aussi harmoniser, peut-être plus que ce qu'il faudrait. C'est aussi les députés de le dire, ça. Par exemple, ils disent ça, non, c'est un sujet qui ne va pas avoir d'intérêt au niveau européen, on le prend pas. Mais, et puis une chose que je vous ai pas dite, le budget de l'Union européenne ne permet pas de travailler sur tous les sujets, puisque le budget de l'Union européenne, il est composé de 1%, la cotisation des États membres, c'est 1% de leur revenu national, de leur richesse. C'est rien. Et ça fait combien en tout, là? Je ne sais plus, 500 milliards ou truc, mais c'est... Bon, c'est 100 milliards. Hein, par an, oui. Et 500 milliards sur 5 ans. Donc, non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, effectivement, si on veut faire plus, il faut aussi accepter de mettre plus en commun. Peut-être qu'on pourra... Alors, parce qu'on dit toujours, il y a une part de la TVA, oui, mais très peu, qui va au budget communautaire. Donc il n'y a pas d'impôts directs ou indirects vraiment qui vont... c'est une cotisation des États. Il y a très peu de taxes qui sont versées au niveau européen. C'est un choix aussi, voilà. Donc les États-Unis, c'est 13% au niveau fédéral.
Nous, c'est 1%. Donc voilà. L'acier qui a été mis en commun, il n'y a rien d'autre qui a été mis en commun? Ah bah si, maintenant on a beaucoup en commun. À l'époque, on a commencé par le charbon et l'acier. Maintenant, on a beaucoup de choses en commun. Toutes les politiques sont en commun. Ah oui, les politiques. Oui, mais tout ce qui résulte des politiques est en commun. Donc, il y a des sujets, par exemple, qui ne sont pas en commun. L'éducation. Bon, il n'y a pas un cursus éducatif européen. Mais il y a eu une convergence. Grâce au programme, on s'est mis à échanger, à faire des échanges d'étudiants. Comme ils n'avaient pas les mêmes diplômes, les mêmes niveaux, les mêmes cursus, c'était compliqué de faire des échanges. Donc on a été de fait obligé d'arriver à une certaine convergence, je ne veux pas dire harmonisation, mais une convergence. Donc avec le système LMD, licence, maîtrise, doctorat, alors que nous on avait par exemple d'autres systèmes. Bon. Et de manière à ce qu'on s'y retrouve. Parce que si vous avez été étudiant, vous voulez aller en Erasmus, parce que Erasmus, c'est pas, contrairement à ce que Cédric Clapiche aurait pu nous faire penser avec l'auberge espagnole, c'est pas que de la rigolade et de la... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est aussi des études. Et donc c'est validé, les semestres sont validés par des unités de valeur qui sont reconnues dans chacun des pays et des universités de départ. Donc il faut bien qu'on sache comment faire ces évaluations et comment mettre les étudiants sur un niveau. Donc ça, c'est finalement quelque chose qui s'est fait, qui a découlé du fait qu'on avait fait les programmes. Ça a mis 15 ans, hein, parce que les profs ne voulaient pas entendre parler de ça, hein, harmoniser les diplômes. Chacun étant persuadé d'avoir le meilleur diplôme. Alors on l'a fait pour des sujets, il y a encore des sujets sur la médecine, par exemple, c'est pas fait. Les États ne veulent pas. Hein, donc il y a des choses comme ça. Voilà. Je vous en prie. Quelles sont les relations que les citoyens peuvent entretenir avec les députés? Je veux dire, on les élit, d'accord? Donc là, on les connaît plus ou moins. Quand on veut les voir, quand c'est au niveau national, on peut aller discuter avec notre député. Comment est-ce qu'on fait par rapport à l'Europe? Ma sensation, c'est qu'on les élit au départ. Là, on peut dire notre mot. Après, c'est une nébuleuse. Et il faut s'organiser, être très organisé, très informé. C'est très technique pour aller discuter sur un sujet ou proposer un sujet. Moi, je trouve qu'au niveau de la démocratie, alors vous l'avez dit, au niveau du référendum, c'est très compliqué. Mais même sans parler de ça, c'est compliqué pour qu'ils aboutissent. Mais sans même parler de ça, ma sensation, c'est que il y a un défaut de démocratie dans cette construction. Alors, c'est pas cette situation que vous décrivez, elle est réelle, mais elle n'est pas vraie partout. Moi, j'ai une collègue qui est irlandaise, qui était une ancienne, bon, et maintenant elle est proche de la retraite, qui a été une ancienne attachée parlementaire. Elle m'a dit que vous savez, les députés européens, tous les vendredis, ils rentrent dans leur pays membre. Ils ne siègent pas le vendredi. Ils sont censés être dans ce que les Britanniques appelaient les constituencies. Eh ben, les Irlandais, ils ont un bureau, pignon sur rue, avec des gens qui prennent rendez-vous pour les voir. Bon, ça dépend des pays, si vous voulez. Et nous, alors je ne sais pas, de poser la question aux députés. Est-ce que vous aurez, une fois que vous serez élu, vous aurez un bureau quelque part où on pourra venir vous voir, prendre rendez-vous? Ils ont jusqu'à 5 assistants parlementaires. 3 à Bruxelles, 2 dans les pays membres. Les assistants parlementaires, ils ne sont pas là pour enfiler les perles. Bon, ils sont là pour prendre des rendez-vous aussi avec les députés. Si les députés veulent voir les gens, c'est facile. Ils peuvent venir. C'est ouvert, ici c'est ouvert. Vous auriez pu en avoir. Mais c'est pas organisé en France, je veux dire. Alors que pour les députés nationaux, vous savez, même les députés nationaux, ils ne sont pas organisés. Les députés, c'est un député, c'est un élu. Libre à lui, l'élu, d'aller voir ses représentants ou pas. Est-ce que déjà les élus, ils vont voir ils ont un bureau? Ah ben oui, il me semble que, moi dans la ville où j'habite, oui, il me semble que c'est un peu partout pareil. Les élus locaux, mais les élus les élus de l'Assemblée nationale. Oui, rien n'empêche les députés européens d'avoir la même chose. Ils ont des financements pour ça. Ils ont une enveloppe de financement pour la représentation
qui payent leurs assistantes parlementaires, ils peuvent payer leurs locaux, ils peuvent payer leurs voyages. S'ils ne le font pas, bah, c'est aux électeurs de leur dire faites-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça se fait dans certains pays. Alors c'était peut-être plus facile, quand je vous dis, quand ils étaient régionalisés, peut-être qu'on savait mieux où les trouver. Celui qui était de Metz, on savait qu'en Lorraine, il était de Metz et qu'il avait peut-être une permanence à Metz. Aujourd'hui, c'est national. Est-ce qu'on sait d'où viennent les gens? C'est à eux de nous le dire, en fait. Voilà, ils pourraient très bien, et puis ils peuvent très bien aussi avoir des moments... je veux dire, même le maire de Viroflay, il fait des trucs sur Facebook. Ils peuvent très bien faire des trucs sur Facebook où ils prennent les questions des gens et ils y répondent. S'ils ne le font pas, je ne sais pas pourquoi, il faut leur demander. Mais il n'y a rien qui l'interdit. Effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, en France, ils ne jouent pas le jeu comme ça. Je vous dis, en Irlande, ça se fait. Mais les gens, je pense qu'en Irlande, ils ne voteraient pas pour eux si c'était pas comme ça, si vous voulez. C'est ancré dans la tradition. Peut-être dans d'autres pays aussi. Là, je vous cite l'Irlande parce que j'ai cet exemple très, très proche de moi tous les jours, un collègue. Mais voilà, en France, si vous voulez, le député... Voilà. Alors, vous pouvez aussi... depuis les attentats, non, maintenant, avant, j'adorais l'époque où au Parlement européen, on rentrait comme ça. Vous rentriez, même vous montrez juste une carte d'identité, je crois qu'on vous laissait rentrer. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Pour les visites? Oui, mais je veux dire, en tant qu'individuel, vous pouviez rentrer. Donc, vous pouviez croiser un député dans les couloirs. Parce que vous savez, les députés... On ne va pas y aller, je veux dire, c'est pas réaliste de penser qu'on va aller à Bruxelles. Non, ou à Strasbourg. Ou à Strasbourg, même à Strasbourg, je veux dire... Ça met quand même un frein, quand même, cet éloignement, quand même. Ben oui. Alors, moi, pour être allé au mois de décembre en réunion à Strasbourg, je me suis trouvé dans la file de la cantine avec 2 députés pour aller au self. Hein. Mais je peux vous dire que, évidemment, quand ils sont à Strasbourg, ils sont parmi les 705 députés. Ils sont peut-être connus dans le pays. Il y avait Nathalie Loiseau, bon, ben voilà, je l'ai croisée au self. Bon. Voilà, oui, si vous voulez, il y avait Nadine Morano aussi. Bon. C'est des gens que nous on connaît, mais vous avez un laiton en estonien, ça leur dit rien du tout. Donc bon, voilà, les gens ils font leur boulot, quoi. Ils sont là. Bon. Donc c'est pas des superstars, vous voyez. Mais après, évidemment, quand ils rentrent dans leur pays, les médias, les machins, ils sont sur les plateaux de BFM, trucs. Bon, ça c'est le problème du contexte national aussi, qui fait qu'ils se sentent peut-être un peu voilà, distants de la population. Mais ils ne devraient pas, parce que qui vote pour eux? C'est pas les journalistes de BFM. Enfin, ils votent aussi, mais c'est pas. Il y en a beaucoup qui votent pas, justement, qui votent plus. Voilà, donc cette question-là, vous pouvez l'écrire sur il y a un forum qui s'appelle, je sais plus quoi, là, je vous ai mis avec le flashcode, là, ensemble.eu, où vous avez les questions des citoyens, vous pouvez aussi vous plaindre. C'est vrai que si on élit des gens et qu'on le fait sérieusement et qu'on ne met pas le bulletin de vote au hasard, on a envie de savoir ce qu'ils font ensuite. Au moins qu'ils rendent des comptes, qu'ils fassent peut-être des informations, des points périodiques. Mais j'y peux rien, moi, s'ils ne le font pas. Oui. Merci. Une dernière question de la dame. Est-ce que vous pourriez nous donner, s'il vous plaît, 3 arguments, hors arguments politiques, idéologiques, pour convaincre un jeune de voter aux élections européennes, s'il vous plaît? Mais un jeune, pas un jeune. Un jeune ou un vieux J'ai réfléchi. Oui. Je pense que les arguments pour un jeune ne sont pas forcément les mêmes que... Donc moi, ma question, c'est quand même bien... D'abord un jeune, et puis oui... C'est une question compliquée, parce que moi-même, j'ai 4 enfants, et ils ne sont pas tous... voilà, on dit les chats font pas des chiens, mais des fois si, vous voyez. Ils ne sont pas tous pro-européens, peut-être ils ont entendu trop papa en parler. Mais bon, c'est... 3 arguments pour vos enfants. Allez, 3 arguments. Allez-y. Je ne vais pas me fâcher avec eux, vous savez. Non, mais le problème, c'est quoi? Bon, ils n'ont pas connu la guerre. Bon, moi non plus, mais mes parents l'ont connue. Donc, on en a entendu parler.
On a entendu parler de ce qui se passait, des privations. On a connu la construction européenne, c'est-à-dire, comme je vous disais, on a connu les attentes aux frontières pour aller en Belgique ou en Allemagne ou en Espagne. On a connu les problèmes de taux de change, on a connu les 5 porte-monnaies dans la poche, on a connu un tas de trucs. On a connu qu'on payait 50 € la minute quand on passait la frontière avec son téléphone. On a connu plein de trucs qui nous paraissent maintenant très loin et que le jeune qui lui est né, on va prendre la génération des années 2000, pour lui c'est normal. Qu'est-ce que ça a à voir de voter pour un truc pareil? Ben, ça a tout à voir en fait. Et parce que c'est fragile, ça peut du jour au lendemain être détruit. Et on peut du jour au lendemain refaire des barrières là où il n'y en a plus. C'est très facile de refaire des barrières. C'est très difficile de les enlever. Et le jeune, il peut comprendre ça parce que lui aussi, il a un espace de liberté. Si on lui prive de sa liberté, si on lui coupe Internet, si on lui coupe ceci, cela, il va comprendre que c'est la prison. Et la prison, bah, c'est facile. Hein, donc ça peut être un argument. Alors je sais que c'est un peu, il va trouver ça ringard, mais c'est pourtant un argument réel. Après, si le projet est imparfait et qu'il trouve que c'est pas bien, eh ben, c'est pour lui qu'on travaille, parce que nous, on s'en fiche. Hein. Moi, j'ai 60 ans, je m'en fiche. Après, je veux dire, bon, c'est pour les générations futures qui doivent reprendre le flambeau. S'ils votent pas et s'intéressent à rien, on laisse ça à qui? À personne. Aux vaches, aux chiens, je sais pas qui. Bon. Donc, s'ils veulent s'en occuper, il faut qu'ils s'en occupent. Alors, c'est vrai que c'est plus facile d'être assis dans son canapé à regarder TikTok. Hein, mais à un moment, faut dire non. C'est pas comme ça que ça marche. On est dans une société, on est avec des gens autour de nous. On n'est pas tous des égoïstes dans son canapé. Alors, c'est vrai que la Covid a fait du tort. Hein. Tout le monde est devenu complètement tout seul, vouloir faire ce qu'il veut tout seul. Il y a la guerre de Poutine aussi. Et puis il y a la guerre de Poutine, c'est le troisième point, je sais que ça te tient à cœur, mais c'est moi aussi. C'est-à-dire qu'à nos portes, nos valeurs, alors ça, les jeunes ont du mal à comprendre ça, les valeurs démocratiques, machin, mais enfin, le simple fait de pouvoir exprimer tout haut ce qu'on a envie de dire, ben c'est pas gagné. À côté, il y a des gens qui meurent pour ça, il y a des gens qui veulent envahir, et qui veulent peut-être pas s'arrêter là, et qui veulent continuer. Donc, je sais que c'est difficile à comprendre pour un jeune, peut-être en particulier en France. Je pense qu'un jeune Polonais, ou même un jeune Roumain, il le comprend. Ou encore plus, même un jeune Suédois, pour lequel ils viennent de réinstaurer le service militaire obligatoire pour les hommes et pour les femmes. Et donc, là, ils le comprennent quand même. Ça leur fait pas forcément plaisir, mais ça les fait réfléchir. Et voilà.